Aujourd'hui, on peut encore débattre de la valeur artistique de différents médias sans pour autant réussir à se mettre d'accord sur la définition de l'art. Il reste pourtant évident que tout support, qu'il soit validé comme artistique ou non, demeure avant tout un moyen de communication. Peindre un paysage, décrire une scène, utiliser le son d'une cloche, l'histoire des arts est avant tout une histoire de sens. La musique s'empare de notre ouïe afin de raconter ce qui est impossible à dessiner. Et d'autres médias mobilisent même plusieurs d'entre eux, échouant pourtant à nous décrire avec précision la texture d'un fruit ou le goût d'un plat. Ce constat va pendant longtemps faire de la littérature et de la poésie des arts à part. En maniant les mots, écrivains et poètes semblent pouvoir raconter les détails ou évoquer n'importe quel ressenti. Pendant des siècles, le mot représente l'instrument parfait pour celui qui le maîtrise. Mais s'associant parfois à la musique pour préciser son message, l'écrit va pendant longtemps s'éloigner des arts visuels. Au XXe siècle, la bande dessinée va pourtant peu à peu s'imposer comme un art et un moyen d'expression unique. D'abord perçue comme un médium grossier, elle jouera longtemps le rôle qu'on lui prêtait. Un support de communication léger, souvent destiné à un jeune public. Mais pendant un siècle, les artistes vont explorer les possibilités d'une réunion tardive entre le mot et l'image, et donner à ce nouveau médium un pouvoir qu'aucun autre ne peut imiter. Avant de comprendre comment les mots sont utilisés dans la bande dessinée, comme on la pense aujourd'hui, il est important de se tourner vers des pratiques plus anciennes. Malgré un éloignement entre le mot et l'image dans l'histoire de l'art, certains curieux ont tenté de les rapprocher. Sans prétendre chercher une nouvelle forme d'expression, cette rencontre prouvera pourtant très tôt son efficacité. Pendant longtemps, l'image va servir de simple illustration aux mots. Les enluminures mettront en valeur les phrases des écrivains dans des scènes paradoxalement muettes et parfois très abstraites. Les histoires sont lues et non regardées, mais certains artistes oseront pourtant inverser cette idée. La tapisserie de Bayeux, tissée au XIe siècle, illustre sur plus de 68 mètres les conquêtes de Guillaume le Conquérant. Mais cette fois-ci, c'est bien l'image qui est la première narratrice. Et ici, ce sont les mots qui l'accompagnent, simplement pour y préciser les lieux, les personnages ou les dates. D'autres iront même jusqu'à associer le mot, non pas à l'image, mais à un personnage. Les premières bulles de dialogue voient le jour, et on comprend alors que l'écriture peut révéler la complexité d'un personnage en exposant sa parole, son avis et ses pensées. Ces procédés resteront malgré tout des exceptions dans l'histoire de l'art, et durant la Renaissance, les artistes estimeront que la littérature et la peinture sont des formes d'expression qui se suffisent à elles-mêmes. Et si la cohabitation entre les mots et les images ne cessera pas pour autant, c'est avant tout parce qu'en dehors de l'art, ce mélange continuera à révéler son utilité. Les mots auront parfois besoin d'être illustrés par des images, et les images d'être précisées par les mots. Les premières bandes dessinées se baseront avant tout sur ce principe. Les histoires sont lues ou regardées, parfois le lecteur s'attarde sur des bulles qui délivrent toutes les informations nécessaires, parfois c'est le dessin qui portera la partie importante du message. Ce procédé ne disparaîtra jamais, et les auteurs se serviront naturellement de cette combinaison pour mettre en case une action visuelle ou le dialogue entre deux personnages et ainsi faire avancer logiquement leur histoire. Cette utilisation historique du mélange entre les mots et les images va naturellement influencer la bande dessinée. Mais cet art ne se résume évidemment pas à une simple combinaison. D'ailleurs, s'il existe un mélange entre ces formes d'expression, peut-on affirmer qu'il y a un véritable équilibre entre les deux ? Si la bande dessinée semble employer l'écrit et le dessin de manière équivalente, penser la bande dessinée au travers du mot et seulement du mot paraît pourtant impossible. Une planche sur laquelle tout personnage ou décor serait absent pour n'y laisser que des dialogues ne serait pour autant pas dépourvu d'images. Le fond, la forme et la disposition des cases resteront les principaux témoins d'une composition visuelle. Mais ce constat ne nous empêche pas d'imaginer la bande dessinée se passer totalement des mots. Sous cette forme, le médium retrouve ses principes fondamentaux, la mobilisation du lecteur dans un art basé sur l'enchaînement et l'organisation logique d'images. Un art séquentiel comme défini par Will Eisner dans les années 80. Ces nouvelles formes de récits, a priori contraignantes, viendront pourtant offrir de nouvelles possibilités. Parfois, rendre un personnage muet et n'avoir absolument aucun contexte soulignera l'absurde d'une situation. Ces procédés seront souvent utilisés dans les bandes dessinées humoristiques partout dans le monde, car en épurant les informations, l'auteur parvient à renforcer un message plus implicite. Certains artistes vont explorer l'idée de la bande dessinée muette et en faire leur spécialité. Ces auteurs ne se limitent pas à une scène, ni même à un registre humoristique. Ici, l'absence de mots va leur permettre de proposer une toute nouvelle expérience au lecteur. C'est le cas dans Gon de Masashi Tanaka. Le manga met en scène les aventures d'un dinosaure au sein d'un monde animal. Ici, le seul personnage principal semble se détacher de son univers, mais l'absence de parole ou de contextualisation vient rendre le récit non seulement absurde, mais aussi inexplicable.
Aucun élément ne nous permet de situer l'histoire dans l'espace ou le temps, et le lecteur se voit alors contraint d'être un simple observateur. Mais l'absence de bulle va aussi donner au lecteur une impression d'immédiat, de suivre une histoire qui n'est jamais interrompue par la pensée du héros ou les réflexions d'un personnage. Pensé alors comme un documentaire animalier, Gone permet alors au lecteur de s'investir dans un univers logique, à défaut de le comprendre. Mais ces techniques narratives muettes, bien qu'utiles à de nombreux auteurs, vont évidemment rencontrer leurs limites. Si le lecteur peut devenir un observateur, il y a des idées que l'image seule ne sera plus en mesure de transmettre. Ainsi, un personnage masqué et sans interlocuteur ne pourrait pas exprimer des sentiments discrets, si le lecteur ne peut observer son visage. Plusieurs solutions s'offrent à l'auteur. Le personnage peut penser ses sentiments ou les formuler à haute voix, quitte à les rendre moins crédibles, ou l'auteur peut lui-même donner cette indication au lecteur. Chacune de ces solutions crée un degré de lecture différent, et le lecteur passe du simple observateur à l'unique interlocuteur du personnage ou de l'auteur. Associer le mot à l'image afin de rendre un récit efficace, ou laisser l'image s'exprimer seule afin de transformer l'expérience du lecteur. La bande dessinée se limite-t-elle à ces simples choix? Si ce mélange peut préciser un message ou un récit, il existe pourtant des codes qui vont bien au-delà de ces procédés narratifs. Si on a pu voir que de temps en temps l'image ne peut se passer des mots, cette dépendance sera parfois réciproque. Souvent, le message porté par une case ne pourra exister qu'à travers cette composition entre le texte et l'image. Une illustration, aussi précise soit-elle, n'aura pas le même sens en fonction des mots qui lui sont associés, tout comme une bulle pourra changer de sens en fonction de l'illustration qui l'accompagne. Ce n'est pas l'image ou le mot qui est le premier porteur d'un message, mais bien le mélange entre les deux. Cette idée ira même jusqu'à associer des mots et des images de manière ambiguë ou contradictoire, forçant ainsi le lecteur à décoder la case en question pour y trouver un message implicite que ni l'écrit ni le dessin ne peut porter seul. Mais que se passerait-il si le mot, comme le dessin, renvoyait très exactement le même message? Dans L'Art invisible, Scott McCloud classe les différentes formes de combinaisons possibles entre les mots et l'image, et présente rapidement celle qu'il qualifie de redondante. Un procédé qui, selon lui, tend à lever toute forme d'ambiguïté réservée aux icônes informatives ou à la bande dessinée pour enfants. Ici, l'auteur s'adapte à l'expérience de son lecteur, quitte à envoyer 6 fois la même information par le dessin, les mots et les symboles. Mais certains auteurs vont pourtant exploiter l'idée de cette redondance dans leurs œuvres. Dans Hunter x Hunter, Yoshihiro Togashi décrit toute une partie de son récit en se basant sur ce double message. Ici, les personnages exécutent un plan qu'ils ont préparé à l'avance, les scènes sont décrites en même temps par le texte et par l'image, comme si elles étaient racontées plus tard par un témoin, voulant retranscrire les événements le plus fidèlement possible. Dans les cases, l'utilisation du passé vient alors renforcer cette sensation que le lecteur ne vit pas l'instant présent, mais retrace les événements qui ont déjà eu lieu, faisant de lui un spectateur impuissant. Au travers du mot, de l'image et de leur rencontre, la bande dessinée a pu créer des codes qui lui sont propres. En explorant pendant plus d'un siècle cet art, les auteurs créeront même de nouvelles formes d'expression, fusionnant l'écrit au dessin au point, parfois, de ne plus pouvoir les distinguer. Ces nouveaux codes seront eux-mêmes empruntés par d'autres médias, faisant de la bande dessinée un art de son époque, un réel pont entre les arts anciens dont elle s'est inspirée et les nouveaux supports d'expression qui l'ont imité. Avant de mélanger leurs codes, la BD, les comics et le manga sont nés et se sont forgés séparément. Et pourtant, chacun des 3 médias se sont inspirés de la même façon de leur propre culture artistique. Dans l'histoire de la communication, le mélange de l'écrit et du dessin semblerait alors presque naturel et inévitable, et aura permis aux auteurs de faire de cet art un moyen d'expression unique.